à tous, je suis ravie de vous retrouver. Merci de nous rejoindre pour votre rendez-vous du débat économique de la semaine. Merci de suivre votre chaîne et nous suivre également sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. Alors aujourd'hui, c'est ouvert le Salon international du tourisme et des voyages à Alger. C'est le rendez-vous incontournable pour le secteur du tourisme, un rendez-vous majeur chez nous et la date de son organisation a été avancée. Et oui, cette année, il se déroule au mois d'octobre alors qu'habituellement il se déroule au mois de mai. Alors, est-ce que c'était une bonne, est-ce que c'était une mauvaise idée de changer la date? On va essayer de comprendre via le débat de ce soir. Cet événement a permis également la visite, de mettre à profit une visite auprès d'une délégation d'opérateurs touristiques, des journalistes aussi, nationaux et étrangers. Donc un éductour a été organisé, un circuit d'exploration touristique dans la région de La Hagar, à Tamanrasset, à l'extrême sud du pays. Le slogan du salon de cette année, c'est l'Algérie, une terre de paix et d'hospitalité. Le secteur du tourisme semble vouloir s'orienter vers la direction du tourisme saharien. Sommes-nous prêts aujourd'hui pour le tourisme réceptif dans le sud du pays? L'État est-il en train de lancer des indicateurs clairs pour s'orienter d'un point de vue stratégique vers ce type de tourisme, le tourisme saharien? Sommes-nous sur la bonne trajectoire du développement du tourisme? C'est la question que je vais poser à mes invités ce soir. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir monsieur Saïd de Boukhlifa. Bonsoir. Vous avez une longue expérience dans le domaine du tourisme puisque vous avez travaillé au niveau de l'administration pendant plusieurs années. Vous êtes actuellement expert dans le secteur du tourisme. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Rachid Bouaraba, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation, ancien cadre du ministère de l'Echtour, voilà, et également, en votre qualité également docteur en sciences politiques et relations internationales. Vous avez également fait plusieurs écrits sur le sujet du développement du tourisme en Algérie. Ouais. Merci d'être avec nous. Et monsieur Nadjah Boudjelwa, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le secrétaire général de la Fédération nationale des agences de tourisme. Tout à fait. La 19e édition, puisque c'est la 19e cette année, du Salon international du tourisme et des voyages, s'est ouverte aujourd'hui. Elle comprend un programme riche et on annonce 300 participants, dont plus de 120 étrangers venant de 13 pays différents. Saïda Mariouf y est allée ce matin et elle rapporte pour nous la température et des interviews aussi. On revient tout de suite après. La 19e édition du Salon international du tourisme et des voyages, CITEV, apporte cette année des nouveautés en matière de participation, mais également de période d'organisation de l'événement. Une évolution par rapport à l'édition précédente qui est d'un taux de 50% de plus. Donc on est passé de 206 participants l'année passée à 308 cette année, avec bien sûr la participation de 124 opérateurs étrangers. On a choisi donc de décaler l'organisation de cette édition du mois de mai vers le début du mois d'octobre pour donner un peu plus de possibilités aux acteurs et aux opérateurs du tourisme nationaux pour la promotion d'un produit touristique important pour nous qui est le produit touristique saharien. Le tourisme saharien, dont la saison demeure la plus longue durant l'année, une opportunité ainsi pour promouvoir ce produit touristique, véritable locomotive du tourisme algérien. Ce salon est une grande opportunité pour nous pour faire valoir nos us et coutumes dans le désert et auxquels nous tenons toujours énormément. Il y a des gravures rupestres, des guiltas, des cascades, il y a plein de choses à voir. Il y a plein de choses à voir. Donc l'agence de voyage, elle organise des circuits, donc des circuits de 3 jours, d'une semaine, de 15 jours et de 21 jours. Donc c'est les nuitées, c'est à la Belle Étoile, donc c'est des bivouacs. En ce moment même, où je vous parle, on a un groupe de 17 personnes, dont 8 étrangers, dont 8 Français exactement. Justement, qui sont en circuit, ils sont carrément dans le sud. Donc c'est le dépaysement total. Nous avons même, dans notre participation aujourd'hui, nous proposons un circuit touristique de la vallée de Mzab, qui est du côté les 4 villes de Gherdaya, la vallée du Mzab, Sebseb, Mteli. Donc c'est très intéressant, surtout que maintenant c'est la meilleure période
pour le tourisme du Sud. Telle manifestation qui est programmée au mois d'octobre, c'est beaucoup plus pour la relance du tourisme sahárien qui a toujours fait le bonheur de l'Algérie. Et là, ça a un peu délaissé, mais maintenant, avec la volonté politique des pouvoirs publics, ils sont en train de tout faire pour la relance du tourisme sahárien. Comme on n'a rien à inventer, on a le meilleur désert du monde. Donc, on a une grande partie du marché international à récupérer. Pour les opérateurs étrangers représentant 13 pays, ce salon constitue l'espace idoine pour établir des contacts directs et échanger les expériences. L'Algérie est un beau pays avec son vaste désert et ses plages paradisiaques. Les régions du Golfe aimeront sûrement ce pays. On planifie d'ailleurs des sites touristiques dans ce sens. Le CITEV met donc en exergue les capacités touristiques nationales et les produits qualitatifs et concurrentiels pour promouvoir la destination Algérie. Voilà, merci à Saïd Mayouf qui est allé ce matin rapidement donc nous ramener la température et des interviews de ce salon, de cette 19e édition du Salon international du tourisme et des voyages. On s'excuse pour un certain nombre d'intervenants où il n'y avait pas leur nom sur l'écran. Donc il s'agissait, voilà, vous le disiez à l'instant, c'était des opérateurs en tourisme, notamment du secteur privé. Alors première question. Que pensez-vous de cette opération de séduction le salon du tourisme est toujours une opération de séduction, en tout cas renouvelée chaque année. Cette année, il y a eu des changements. Est-ce que vous pensez que ces changements sont positifs? Monsieur Baraba, on commence par vous. Merci. Que devrais-je dire? Changement. On disait tout à l'heure en voix off que l'organisation de ce genre d'événement doit d'abord correspondre à la particularité de l'événement qu'on veut, c'est-à-dire pour lequel on voudrait faire du marketing comme c'est le cas. Un salon du tourisme, qu'il soit national ou international, a ses périodes respectées de par le monde. C'est-à-dire qu'on n'organise pas un salon du tourisme balnéaire au mois de janvier. On n'organise pas. Il y a des salons comme ça qu'on organise et pour lesquels on prend tout le temps nécessaire pour s'organiser par rapport à la nature de l'événement. Oui. Le salon actuel qui est dédié au tourisme saharien, je l'ai appris comme tout le monde, comme ça au hasard, que l'Algérie organise, le ministère du Tourisme, je dirais, organise un salon international du tourisme et des voyages dédié au tourisme saharien. La chose est très bonne parce que ça vient à point nommé où notre pays a besoin de montrer que que l'Algérie est une terre d'hospitalité, que le Sud se porte bien, que nos frontières n'ont pas de problème particulier, que notre tourisme a davantage encore de temps pour elle a besoin de soigner son image, on va dire, autour de la périphérie des pays du Sahel notamment. Il reste que la façon avec laquelle ces événements se préparent, parfois prêche d'une sorte un niveau d'insuffisance, je dirais. De préparation? De préparation. On ne prépare, on devrait, d'abord, de mon point de vue, un événement comme ça ne se prépare pas d'une manière administrée. Il se prépare en associant un certain nombre d'opérateurs directement impliqués dans l'événement. Je ne suis pas opérateur, je le dis comme ça d'un point de vue universitaire. Je vois la chose comme ça d'un point de vue lecture marketing dans la préparation d'événements de ce niveau. Oui, et efficience, parce qu'il coûte de l'argent aussi. Absolument, et il s'agit qu'il y ait un résultat. J'ignore combien on a organisé, combien on a dépensé pour organiser un événement comme ça. Alors, je voudrais revenir sur ces aspects-là un peu plus tard. On a dit dans le reportage que le taux de participation était plus important. Est-ce que c'est quelque chose qui est aussi... est-ce que c'est un indicateur important lorsqu'on parle d'un salon du tourisme national? Saïd Bourrifa. Tout d'abord, permettez-moi en 2 minutes de faire l'historicité de ce CITEV. Nous l'avons créé en 1986. Il a duré 2 ans, 86-87. Et on l'a supprimé. On l'a réexhumé en 96, 10 ans après. Et depuis 1996 à ce jour, il s'est déroulé souvent et surtout au mois de mai. À l'exception d'une année où il a été annulé durant les années sanglantes. Et une fois, on l'a décalé à septembre. Oui. Le nombre de participants
importent beaucoup ailleurs, dans des salons qui ont atteint leur maturité internationale, leur notoriété internationale, etc. Le nôtre, on n'arrive pas à quantifier réellement les vrais participants, leur profil, leur qualité, leur impact sur la destination Algérie. Est-ce qu'ils sont d'un apport pour la destination ou bien ils viennent, comme cela se déroule dans tous les salons du monde, essayer de capter chacun son segment de clientèle touristique algérienne. Maintenant, pour revenir, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, vous avez posé la question du décalage. C'est très mauvais pour l'image de marque. Parce que l'Algérie, le CITEV, figure parmi une centaine de salons internationaux à l'étranger. Et ces salons, comme celui de Paris et de Berlin, on l'avait dit tout à l'heure, Paris et Berlin, c'est le mois de mars depuis 1976, 42 ans. Ils n'ont jamais changé. Madrid, c'est janvier. Milan, c'est février, etc. Donc nous, on a décidé cette année de reporter. C'est un report. On n'a pas avancé. Nous avons reporté, ils ont reporté au mois d'octobre. Et la date de l'ouverture d'aujourd'hui n'a été fixée que ça fait à peine 2-3 semaines. Les partenaires à l'étranger qui devaient venir exposer étaient toujours en attente de cette date. Donc moi je pense déjà en amont, ça a été un ratage. Et tout cela se déroule au niveau de l'administration centrale qui supervise l'ONT. Oui. Alors, ce qui a été explicité, c'est le fait de l'organiser pendant le mois d'octobre correspond à intéresser les participants vers la destination du Sud qui, elle, est privilégiée pendant l'hiver plutôt que pendant la fin de l'année. Peut-être que pendant toutes ces années-là, ceux qui organisaient le salon n'étaient pas dans le bon créneau de temps. Jusque maintenant, je pose la question puisqu'il semble que l'agenda est très important. Aujourd'hui, peut-être qu'il était temps de changer et de reprendre sur un bon pas, on va dire, Nadjah Boudialoua. Si l'objectif était de permettre aux opérateurs de commercialiser cette saison saharienne en cours, moi je dirais, si on fait un salon aujourd'hui, c'est pour commercialiser l'année prochaine, la saison de l'année prochaine. Oui. Aujourd'hui, c'est trop tard. La saison saharienne, elle est entamée déjà. Donc les opérateurs l'ont pris à leur disposition. Écoutez, vous avez posé une excellente question tout à l'heure en disant quel est un peu ce nombre d'opérateurs en chiffre croissant. Moi, je préfère donner une note à un salon par rapport à la qualité des participants. Un salon est voué et destiné à promouvoir la destination. C'est-à-dire qui va permettre de mettre en exergue, j'allais dire, la brochure Algérie. Oui. Et pour ça, il faudrait inviter les bons souscripteurs. Ceux qui font confiance encore à l'Algérie, ceux qui souhaitent renouveler leur confiance à l'Algérie, aux opérateurs algériens et à la destination en elle-même. Mais celles-là, je vous prie de me croire qu'ils sont absents aujourd'hui. Pour quelle raison, selon vous? Parce qu'il y a un travail qui doit se faire en amont. Ce travail n'a pas été fait. Et les professionnels n'ont pas été associés. Et les professionnels, surtout que les professionnels n'ont pas été associés à une quelconque organisation de cet événement. Et c'est un événement professionnel. Le salon du tourisme est pour les professionnels et par les professionnels. Si on n'a pas compris ça, c'est qu'il faudrait peut-être revoir un peu la chose. Cela étant, aujourd'hui, je peux vous dire, je vous assurer, comme les précédentes éditions, le CITEV est, j'allais dire, l'espace convoité par les autres destinations qui reçoivent le flux algérien. Oui. Donc ce sont les opérateurs étrangers qui viennent commercialiser leurs formules, Mais ça, c'est un risque à prendre, on est d'accord. C'est tout à fait normal. C'est un salon international. Il y a un échange, il y a de la vente, il y a de l'achat. Absolument, aussi, absolument. Mais il ne nous est pas permis, nous, en tant que professionnels du voyage ou les autres acteurs de la chaîne touristique algérienne, de ne pas faire un travail pour la destination Algérie. Moi, je voudrais poser la question à vous, messieurs, qui avez une longue expérience dans l'administration, dans le secteur public de gestion du tourisme. Comment cela s'est-il passé jusque maintenant? Est-ce qu'il y a eu une période où justement les personnes du terrain
lorsqu'on parle du terrain, on entend les acteurs du public et les acteurs du privé. Ont-ils été impliqués dans la prise de décision lorsqu'il s'agit de s'orienter, de prendre une stratégie? On sait qu'il y en a eu beaucoup des stratégies, voilà, des ébauches qui ont été entamées, puis ensuite qui ont été mises dans le tiroir. Mais est-ce qu'il y a eu dans l'histoire des moments où il y a eu participation? Oui, à une certaine époque, qui est déjà très lointaine. Quand l'ONT algérienne, l'Office national du tourisme, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, l'Office national du tourisme avait une certaine autonomie. Mais depuis les 10 dernières années, il y a eu une mainmise très centralisée du ministère de la tutelle, ça ne fait pas partie de ses prérogatives. Il n'a pas les compétences nécessaires pour s'ingérer dans la gestion quotidienne de l'ONT. L'ONT, durant des années, organisait toute seule ce CITEV et rendait compte au ministère, bien sûr, c'est sa tutelle. Mais aujourd'hui, le CITEV a été extrêmement centralisé au niveau du ministère. Ce n'est pas son rôle, le ministère. D'ailleurs, par la suite, je reviendrai sur ça. Nous sommes le seul pays au niveau du bassin méditerranéen, pour ne pas dire parmi l'ensemble des pays, où c'est l'État qui organise un salon du tourisme. Dans tous les pays communistes, c'est des privés. En Croatie, c'est des privés. Ex-socialistes. Voilà, il n'existe plus. L'économie planifiée, etc., qui à l'époque, maintenant, c'est des privés. Comment ça se passe chez nos voisins? Ne serait-ce que ça. On fait un benchmark régional. Tunis, c'est un privé. Les Marocains, ils ont essayé il y a une vingtaine d'années, plutôt l'Office national marocain a essayé, au bout d'une année, c'est arrêté. Un salon du tourisme, où on vend des vacances, où il y a des contacts entre professionnels, opérateurs, doit revenir au privé. Il y a un privé à Oran qui est en train de réussir, le salon SIAHA, il faut le citer, son mérite. C'est un ancien professeur de marketing à l'université d'Oran. C'est la 7e édition, au mois de février. Il y a le salon de bougies qui commence à percer. Il y avait le salon des vacances algériennes organisé par un privé. Ça a duré 2 ans. Mais comme le CITEV lui faisait de l'ombre au niveau d'Alger, l'écraser un petit peu, parce que les gens sont réticents, notamment les entreprises publiques, à participer à un salon privé. Non. Ça doit revenir au privé, comme cela se fait dans tous les salons européens, c'est des privés. Mais je me demande si, lorsqu'on parle d'image, de promotion d'une image d'une destination, multiplier les salons, multiplier on va dire les points de mire, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? C'est bon, c'est bon. Des salons régionaux, c'est bon, c'est bon. Oui. Je pense, moi je reviens après juste dans le même sens que M. Boukhlifa. Je reprends un peu dans l'histoire pour parler de l'époque où il y avait la Société de gestion des participations tourisme hôtellerie, qu'on appelait Gestour à l'époque. La participation dans les salons mondiaux pendant les années 2000 s'inscrivait dans une stratégie marketing très poussée. Nous avions mis beaucoup de moyens financiers, surtout pour assurer notre participation annuelle dans ces salons. C'était régulier. Nous assistions depuis la création de cette société à cette époque, depuis 2001, à tous les salons d'une manière régulière, d'année en année. Nous avions le salon du thermalisme à Paris, le seul salon mondial du tourisme à Paris aussi dans la même période. Entre les deux salons, il s'écoulait à peu près un mois d'écart. Le salon de Berlin, qui souvent, donc on assurait, ça c'est très important, on assurait à la fois celui de Paris, celui de Berlin, concomitamment comme ça. On assurait notre présence dans les deux salons. Il y avait celui de Madrid en janvier, c'est-à-dire la participation dans ces salons à vocation touristique mondiale s'inscrivait à cette époque comme axe stratégique fondamental. Cependant, cette présence demande énormément de moyens financiers. En se comparant à d'autres pays voisins, nous sommes loin du compte par rapport à ce qu'on mettait comme moyen marketing pour faire connaître une entreprise de gestion touristique à Paris. On partait avec de simples petites brochures qui ne valaient pas trop grand-chose par rapport à ce qu'on mettait pendant cette période, pendant les années 2000, par les grandes firmes étrangères. La présence, ce que j'ajoutais un peu à ce que disait M. Boukhlifa à propos du marketing dans le domaine touristique et du voyagisme d'une manière générale, ce n'est pas l'affaire d'une administration centrale.
L'ONT, quand on voit son budget réduit à des miettes, à quelques sous, qu'on donne à cet organisme supposé faire de la vocation touristique, promotion. Plutôt faire de la promotion touristique. C'est très important. Ça, je n'ai pas le chiffre pour 2018, Oui. mais le budget, la subvention qu'on donne à cet organisme qui a un peu un statut hybride, je ne sais pas s'il est EPA, s'il est EPIC, s'il est institution, mais on l'assimile beaucoup plus à un établissement public à caractère administratif. On lui donne quelques sous, je m'excuse du mot, pour assurer à la fois les salaires des fonctionnaires Tout à fait. et faire de la promotion. Et là, comment procédait-il dans sa participation dans les salons mondiaux? Ça, je me pose la question. Et avec quelle image il partait et qu'est-ce qu'il allait présenter? Là aussi, je reviens aussi ça dans le même ordre d'idée. Quand on organise aussi à Alger ces salons, parfois il y a des directeurs de wilaya, de tourisme de wilaya, qui n'ont même pas les moyens de venir assister à ce genre de salon, faute de moyens financiers. Et ça, c'est quelque chose qui a évolué dans le temps, dans le mauvais sens. Est-ce qu'il y a une décroissance des allocations Oui, à bien l'ONT? sûr. C'est le mot, c'est la décroissance. Je n'ai pas le chiffre, mais en revoyant les chiffres budgétaires, les dotations budgétaires accordées ou allouées à ces organismes supposés faire de la promotion touristique, je peux dire que les choses n'ont pas augmenté dans le sens... Bon là, j'inscris cela comme démarche, comme décision politique allant dans le sens de faire un peu dans l'austérité budgétaire. C'est pas, est-ce que c'est suffisant? Mais il y a austérité. C'est la 4e année consécutive où le budget du ministère du Tourisme et de l'ONT décroît. Voilà. Les pouvoirs publics, de mon point de vue, devraient revoir cette image et devraient revoir cette approche de doter les organismes chargés de la promotion touristique par plus de moyens, à l'instar de l'agriculture, à l'instar de l'industrie, à l'instar d'un certain nombre de secteurs porteurs et créateurs de richesse. L'hôtellerie, plutôt le tourisme maintenant, ce n'est plus un secteur tout à fait banal comme voyager, aller revenir dans un pays. C'est une véritable industrie. Alors en parlant de l'effort des pouvoirs publics, on sait, et on en a parlé au mois de mars dernier, on a fait une émission sur le sujet du tourisme, et le représentant du ministère du Tourisme expliquait qu'il y avait un certain nombre de contrats cadres qui étaient établis entre États, donc entre le ministère du Tourisme et plusieurs pays. Donc c'était dans le cadre de coopération bilatérale avec notamment la Chine, avec la Hongrie, avec donc les pays de l'Est, de manière à pouvoir engager des relations pour un partage de tourisme réceptif toujours. Alors, est-ce que cette démarche qui est faite, donc, voilà, il y a un effort, puisque là on dit qu'on ne donne pas beaucoup d'argent à l'ONT, mais parallèlement il y a un effort politique de lobbying finalement, puisque c'est comme ça que ça s'appelle. Est-ce que c'est quelque chose qui peut aussi apporter des fruits? Vous avez évoqué la Hongrie, la Hongrie. La Hongrie, ce n'est pas un marché émetteur pour l'Algérie. Le marché hongrois s'intéresse à un produit balnéaire de qualité qui se trouve chez nos voisins tunisiens. C'est des charters qui partent de Hongrie. Nous, à l'heure actuelle, on n'a pas ce rapport qualité-prix d'excellence pour un produit balnéaire qui est pratiquement avarié depuis 30 ans et qui n'intéresse plus personne à l'étranger. Les derniers touristes qui ont séjourné en bord de mer via un tour opérateur, ce sont des Italiens à la Côte d'Or en 90. Bon, il nous reste que le tourisme saharien, justement, nous allons en débattre tout à l'heure. C'est l'image qui s'est incrustée dans l'imaginaire des touristes potentiels et dans les prescripteurs et décideurs. L'Algérie, c'est une destination saharienne. Et en deuxième position, il y a le tourisme culturel. Nous avons 21 sites romains de qualité qui demeurent méconnus, à part 4 ou 5, et qui fait de l'Algérie la deuxième destination mondiale en termes de vestiges romains après l'antique Rome, l'Italie. Pour revenir à la Hongrie et à la Chine. La Chine, c'est un marché lointain. Il y a un potentiel pour le tourisme culturel. Le culturel dans le tassili, dans le hogar, les gravures et les peintures rupestres. Le marché nippon, japonais, c'est-à-dire également s'intéresse à ce tourisme dans l'extrême sud avec son aspect culturel. Mais sinon, partir en Hongrie, nous allons rien ramener.
et dans tous les pays de l'Est. Vous avez dit donc que c'est clair, en Algérie, c'est d'abord le tourisme saharien, ensuite le tourisme de sites culturels. J'ai entendu dire les opérateurs dans le tourisme, et je m'adresse à vous, vous êtes secrétaire général de la fédération de ces acteurs-là, qui disent non, il ne faut pas se cantonner dans une seule orientation, que l'Algérie est riche, qu'il faut prendre l'opportunité là où elle se trouve. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Saïd Bourkhlifa? Écoutez, pour revenir à ces accords, j'allais dire, protocolaires ou gouvernementaux entre différents ministères, enfin de différents pays, je vous prie de me croire, moi je suis dans le secteur au même titre que mes amis ici présents depuis au moins 3 décennies. Moi, en tant qu'opérateur, je n'ai jamais été associé à une quelconque réflexion dans ce sens, ou alors rencontré un de ces invités que l'Algérie accueille. Écoutez, je pense que le débat à ce propos, il y a un fossé entre les opérateurs et, je dirais, l'administration publique, qu'on essaye de résoudre en ce moment. À titre d'exemple, nous, en tant qu'organisation professionnelle, nous avons pu, j'allais dire, faire ou alors tirer notre épingle du jeu en essayant d'accrocher ou de séduire l'hôtellerie publique ou les compagnies aériennes pour essayer. Ce qui manque aujourd'hui sur le marché, c'est cette cohabitation entre les acteurs de la chaîne touristique ou alors cette symbiose qui devrait exister entre l'ensemble des opérateurs de la chaîne touristique algérienne. Aujourd'hui, l'organisation professionnelle que je représente, nous sommes à nos débuts. Nous avons pu concrétiser un contrat avec le groupe de l'hôtellerie publique algérienne qui a bien voulu nous écouter. Nous sommes arrivés à nous mettre d'accord pour la maîtrise des coûts, la maîtrise de tarification, mettre en place une tarification qui soit idoine pour le marché domestique, puisque aujourd'hui on focalise sur le développement du tourisme local, n'est-ce pas? La même chose, cette même action a été en direction d'une autre compagnie aérienne qui est présente sur le marché national, en l'occurrence Tassili Airlines, qui aujourd'hui a décidé de se mettre dans le secteur du tourisme et non puisqu'auparavant cette compagnie faisait du transport de voyageurs uniquement, qui ne s'impliquait pas dans le secteur du tourisme. Donc elle a rejoint la compagnie nationale Air Algérie. Donc, nous avons pu donc concocter un protocole d'accord qui engage toutes les parties à mettre plus d'efforts et surtout maîtriser un peu les coûts, parce qu'il s'avère qu'aujourd'hui les vacances en Algérie coûtent cher. Donc particulièrement le tourisme saharien. Alors donnez-moi la primeur d'annoncer qu'aujourd'hui les agents de voyage affiliés à notre organisation professionnelle peuvent dorénavant accorder du discount sur le transport aérien, de l'ordre même de 50% pour les groupes constitués, n'est-ce pas? Et puis par rapport à l'hôtellerie publique, donc particulièrement nos hôtels oisiens qui se trouvent de Boussaada jusqu'à Larouat et même à Tamanrasset, d'accéder, nos voyagistes, donc nos adhérents, peuvent accéder à une tarification révisée, donc de l'ordre de 10 à 30% de réduction. Ceci va permettre à nos opérateurs qui s'impliquent, je dis bien les opérateurs qui s'impliquent, à offrir sur le marché des formules à un coût maîtrisé. Alors le contrat que vous avez pu faire avec un groupe d'hôtellerie publique, c'est bien ça? C'est le groupe HTT, le groupe Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme, qui est donc le propriétaire de l'hôtellerie publique, les 66 établissements. Il y en a 66. Mais cet accord concerne les hôtels sahariens. Les régions du Sud. Donc des espaces oisiens, donc toutes nos oasis, et et sachant que ce sont des structures, pour la plupart, qui ont fait l'objet de rénovation et dont les tarifs ont augmenté à la mesure du standard qu'ils ont rejoint. Hein, c'est bien ça. Maintenant, le groupe HTT a à leur tête le président du groupe est tout à fait, sont totalement conscients qu'il faut faire un effort. Donc c'est dans ce sens que cet accord a été signé tout récemment, fraîchement. Donc nous profitons de ce salon pour mettre un peu de... Nous allons donc informer nos opérateurs et informer aussi le grand public. Donc c'est un effort qu'il fallait faire. Ceci reste donc, encore une fois, dans le cadre du secteur ou de la filière
non seulement la filière du voyage, mais dans la chaîne touristique. Il est nécessaire qu'il y ait une cohésion, qu'il y ait une synergie entre différents acteurs. Absolument. Alors, vous le disiez, la destination saharienne est chère. Elle est chère pour les Algériens, pour le tourisme local, mais aussi pour le tourisme réceptif. Nous restons chers, bien sûr, comparativement à d'autres pays. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Allez-y. Oui, justement. Il y a même beaucoup d'agences de voyage. Parce que moi aussi, aujourd'hui, j'ai une double casquette. Je suis également président du syndicat national des agents de voyage. Depuis le nouveau président, depuis décembre passé. Oui. On confond deux produits, entre le tourisme balnéaire qui est proposé chez nos voisins, ou bien en Égypte, en Turquie, etc. Quand on part en Tunisie, à Antalya ou à Sharm el-Sheikh en Égypte, Antalya la Turquie ou bien à Agadir le Maroc, nous passons une semaine de vacances. Mais quand on part dans le Tassili ou bien dans le Hogar, c'est un vécu. C'est une expédition unique dans la vie d'une personne. Ce produit, le Hogar ou bien le Tassili, se vendent entre 1 500 € et 2 500 € à partir de l'Europe, billets d'avion compris. Ici, au départ d'Alger, il est proposé entre 300 et 400 €. Les Algériens confondent une semaine de séjour en Tunisie, y compris les voyagistes. Ils disent, ah non, vous les gens du Sud, vous êtes chers. Mais je suis désolé. Allez, c'est un produit haut de gamme. Même si les gens font du bivouac, c'est un produit haut de gamme du fait de la nature. C'est un luxe naturel. Voilà, la nature qui le fait. Ça, on ne demeure pas cher, parce que les gens me connaissent. Pourquoi me connaissent-ils? Justement, on a parlé tout à l'heure de budget, faiblesse de budget. Les 48 directions du tourisme de Wilaya, qui ont un rôle énorme à jouer, parce que le tourisme est territorial, il n'est pas administré, l'administration centrale. Ils n'ont pas de budget. Aujourd'hui, ça a été évoqué tout à l'heure, ils sont venus au CITEV SDF. Ils n'ont plus de stand pour mettre en relief, en exergue, toutes les richesses touristiques qu'ils ont et les capacités d'accueil pour inciter justement le public algérien national à se déplacer vers leur région. Et elles sont toutes aussi belles et aussi riches les unes les autres. Il y a certains qui se démarquent. Nous les avons évoqués. Tout à l'heure, vous avez dit, est-ce qu'on était d'accord avec moi concernant les deux destinations sahariennes et culturelles? Ça, c'est les prescripteurs, c'est les décideurs du tourisme mondial. Ils ont vu qu'on avait un balnéaire avarié depuis 30 ans, je l'ai dit. Plus aucun touriste. Et pourtant, il y a un véritable, il y a un boom de réalisation de structures touristiques qui sont en train de sortir du sol dans plusieurs villes attractives de l'ouest, notamment du pays. Il y a énormément d'investissements qui est consenti. Il y a des aides aussi sur le plan fiscal. Est-ce que ça ne vaut rien? Si, mais ça se fait sans aucune mise en tourisme. Il y a un schéma directeur d'aménagement touristique qui a été lancé en 2008 lors des assises nationales et internationales tenues en février 2008 au Palais des Nations, Club des Pins, sous la direction de Cherif Rahmani, qui était ministre de l'Environnement, de l'Aménagement et du Tourisme. Ce schéma est délaissé parce que ces hôtels naissent dans la torpeur épaisse, comme je dis, et un petit peu dans un désordre général. Parce que l'Algérie, son image de marque, de l'autre côté, à l'extérieur, demeure une destination fermée. Fermée sur le plan communication, sur le plan promotion, sur le plan consulaire. Sur le plan qualitatif. Mais ce qui est réalisé dans le cadre du schéma directeur qui a été désigné à cette époque-là. On est d'accord, on ne l'a pas remis en question. Les hôtels qui sont réalisés dans des zones d'extension touristique. Non, en dehors du schéma. C'était privé l'investissement, mais c'est en dehors du schéma. Parce qu'il y a certains hôtels aussi qui ont été construits hors Z, en zone d'expansion touristique, etc. On ne prend même pas la peine d'imiter ce qui a été fait au niveau du bassin méditerranéen, que ce soit en Turquie, en Égypte, au Maroc ou en Tunisie, pour rester à peu près au niveau des pays de la même taille, si l'on veut dire. Envergure, Ailleurs, c'est des stations balnéaires qui sont délimitées par des aides
Et vous avez Hamamat qui est crié, Hamamat Yasmine, Antalya, Sharm el-Sheikh. On a compris. Donc vous avez dit c'est la vision de l'extérieur que l'Algérie est d'abord saharienne, ensuite dans un second temps culturelle. Rachid Baraba, est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Et en fonction de cela, faut-il sur un plan de la stratégie de développement de ce secteur suivre ce mouvement ou cette perception? Oui, sur un plan politique, je dirais, au niveau du bassin méditerranéen ou mondial, nous sommes condamnés à travailler un peu dans les orientations des grands opérateurs mondiaux, c'est-à-dire aller dans le tourisme saharien. Je reviens, et culturel aussi, je reviens à l'idée que maintenant, ce tourisme, pour qui est-il destiné? Partir en tourisme pour l'Algérien, combien? Est-ce que d'abord, il y a un intérêt pour lui? Est-ce que le tourisme, partir en tourisme à Tamanrasset pour une simple famille algérienne constitue un intérêt, une préoccupation? Avec quoi? Avec quel budget? Ça, c'est fondamental. Est-ce qu'au niveau du balnéaire, nous avons les moyens d'accueil et d'attrait pour maintenir cette famille algérienne et pour pouvoir se permettre un séjour touristique dans cette zone? Et qu'il y ait un bon rapport qualité-prix. Absolument. Toujours. Alors, l'histoire de la qualité. Bon, maintenant, il y a au niveau de... Je remonte maintenant vers le nord dans le balnéaire pour parler un peu de ce qui a été réalisé. Les réalisations, les infrastructures hôtelières publiques existantes remontent, la plus récente remonte à 1975. C'est-à-dire, je prends le pôle Sidi Faraj, je prends le pôle de Zeralda, c'est des infrastructures, d'abord, qui ne répondent plus à la norme mondiale. Mais qui, parmi elles, ont été rénovées. Oui, mais ce n'est pas la question de rénover. On peut rénover chez moi comme on veut, mais quand chez moi à l'intérieur ça ne va pas, je reçois mal, ça ne sert absolument rien du tout. Nous avons disons, un vide sidéral en matière de formation, enfin de niveau de prestation qui est lié lui-même au niveau de la formation du personnel disponible, de la ressource humaine disponible. Quand je revois les statistiques que j'avais récupérées, là, qui remontent à 2011, mais qui sont un peu, peut-être, je dirais, j'espère qu'elles n'ont pas beaucoup changé. Quand on se retrouve, j'ai à peu près 8628 travailleurs en 2011. Parmi les 8628, j'ai 5036 agents qui n'ont pas de niveau d'instruction. Qui n'ont pas fait la travail dans le domaine qui travaillent dans le domaine de l'hôtellerie. Le tourisme et l'hôtellerie en tant que corollaire interne au tourisme, c'est le seul produit qui se vend à l'usine, comme disent les professionnels. Quand on n'est pas satisfait, on a beau être accompagné par n'importe quelle agence de voyage, mais quand on n'est pas bien reçu au niveau de l'hôtel, de l'infrastructure d'accueil, ça ne sert absolument à rien. Tout s'écroule, toute l'image du pays part avec. C'est un peu très dangereux. Donc, parfois, les opérateurs de voyagistes font un excellent travail, en profondeur, en mettant l'accent parfois en fonction de la nature de l'activité du segment qu'on veut développer, parfois le sud, parfois le nord. Mais si on a un manque en termes d'accueil, qui est lié peut-être du point de vue sociologique à la formation de l'Algérien lui-même. En disant souvent... Il faut pas dire... Alors justement, sur les réseaux sociaux, ils ont dit, j'espère qu'on ne va pas dire qu'on n'a pas la culture du tourisme. Non, on va essayer de ne pas le dire. Je reprends ce qui a été on va essayer de ne pas le dire je reprends à mon compte ce qu'avait dit Mme Widman Nicole, qui était agrégée en géographie à l'Université d'Alger. C'est un travail sur lequel j'ai travaillé quand même comme appui à travers un sondage de terrain qui, elle découvre au fur et à mesure. Anthropologiquement, nous ne sommes pas faits pour recevoir. Non, pour servir, pour... L'Algérie, il y a ce qu'elle reprend, elle, à son compte aussi. L'Algérie a le NIF, il n'aime pas servir. Oui, mais est-ce que ceci est suffisant pour expliquer? Oui, ça peut pas être suffisant. Ça peut, mais moi, je reviens maintenant. Parce qu'à la limite, celui qui a le NIF va servir, on le met dehors, on en prend un autre. Nous avons un vide. Nous avons quand même un retard en termes de formation de la ressource humaine. Oui. C'est un axe sur lequel il faut travailler à l'avenir, parce que c'est un axe complémentaire avec ce que fait le voyagiste, ce que fait l'hôtelier, ce que fait le... Indéniablement, la formation accompagne tous les secteurs d'activité de manière à ce qu'ils puissent réussir. Permettez-moi de refermer la parenthèse balnéaire, parce que c'est un bourbier, je ne veux même pas y mettre le pied. J'ai ouvert la parenthèse comme ça. Oui, voilà. On va revenir au Saharien. Alors, vous disiez tout à l'heure que le Saharien, c'est l'Algérie, elle est contrainte de suivre les orientations qui viennent de l'étranger, mais on sait aussi que sur le plan international, l'Algérie est sous le coup toujours d'un travel warning, c'est-à-dire que oui. Il y a une situation de paradoxe. Je voudrais écouter M. Nadjah Bejeloua et revenir vers vous.
Écoutez, en effet, le warning existe toujours. Mais en même temps, on se ça, dit, c'est tout ce qu'on peut faire. Il y a un paradoxe. Les opérateurs et même l'administration de tourisme n'y peut rien. Hein. Ça relève du ressort de notre ministère des Affaires étrangères. Donc c'est un problème de lobbying, de forcing en direction de ces marchés potentiel, j'allais dire marché potentiel entre guillemets, parce que au jour d'aujourd'hui, moi je peux vous confirmer, et les téléspectateurs vont me juger par rapport à ce que je vais annoncer, aujourd'hui peu de souscripteurs s'intéressent à la destination Algérie. Parce que ces souscripteurs, quand je dis les souscripteurs, ce sont les patrons des tours opérateurs européens, sur certains marchés qu'on dit traditionnels, qui ont l'habitude de prévoir ou de proposer la destination Algérie. Écoutez, on ne fait pas grand-chose, parce que tout simplement, nous avons des difficultés à élaborer la brochure Algérie. Tout simplement. Donc le problème, ce n'est pas le travel warning. Ce n'est pas tant celui-là. Si, le travel warning, nous avons... Parce que quand je dis que la destination n'est pas sur les catalogues de nos souscripteurs étrangers, je ne dis pas qu'il n'y a pas par-ci, par-là, quelques opérateurs qui sont, ce qu'on dit, nos amis de l'Algérie et les amis de l'Algérie qui programment encore la destination Algérie. Mais il y a un travail, il faudrait voir un peu ce que font nos voisins. Nos voisins font du forcing, font du lobbying. Mais au-delà de ça, est-ce qu'on est au même standard en termes de qualité? Parce que ça a beau être des bivouacs, on n'est pas au même standard. Il y a quand même une organisation. Je vais aller encore plus loin, si vous permettez, madame. On n'est pas encore... notre production touristique n'est pas à 100% aux normes standards. Et qui plus est, nous avons un gros problème de cadre juridique. Le cadre juridique, je pense que c'est un appel que je fais à notre administration. Il est temps qu'on revoie les textes qui régissent les différentes activités du secteur du tourisme. C'est le texte de 2002. En ce qui concerne les voyagistes, aujourd'hui, nous sommes régis par un texte qui fait mal à la profession et qui risque de nuire à la profession. Donc c'est un cri d'alarme que je lance. C'est un cri d'alarme que je lance, un cri de détresse que je lance à l'administration. Nous avons les promesses par-ci et par-là que nous allons nous remettre à débattre et revoir la mouture de décret qui régit l'activité de l'agent de voyage, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas continuer. L'Algérie n'a pas besoin de 2500 agents de voyage. L'Algérie n'a pas besoin de 2500 agents de voyage. Si on associe les voyagistes, le nombre de voyagistes qu'il y a chez les pays voisins immédiats, là, à l'est et à l'ouest, le nombre, l'Algérie en nombre dépasse les chiffres des deux pays associés. Donc, oui, mais est-ce que vous n'êtes pas un petit peu dans votre rôle à dire voilà, trop de concurrence sur notre activité? Non, ça n'a rien à voir avec concurrence, madame. Que plus il y a d'opérateurs et moins il y a de professionnels. Mais finalement, si les professionnels existaient, ils vont d'eux-mêmes, de par leur professionnalisme, annuler ou peut-être mettre sur la touche les nombreux autres qui ne méritent pas d'être là. Habituellement, sur un marché structuré, l'essaimage se fait naturellement. L'essaimage se fait naturellement. Il n'y a que les professionnels qui vont émerger et qui vont suivre le processus. C'est comme ça que ça devrait se passer. L'organisation professionnelle que je représente aujourd'hui, elle est impliquée. Elle est impliquée dans un processus qui s'appelle la mise en tourisme d'Algérie. Et ce n'est pas avec ça, avec ce contexte juridique, avec ce qui se passe sur le marché, au moins de la filière du voyage, ce n'est pas bon pour la filière du voyage. Ça aide beaucoup. Oui, vous avez dit pourquoi uniquement tourisme saharien, uniquement tourisme culturel. Non, et puis surtout, comment juguler le travel warning et le fait que nous devrions faire que le saharien. Parce qu'on ne sait pas communiquer et on ne cherche pas à apprendre à communiquer au niveau des décideurs chez nous. Parce qu'on peut contourner le warming, l'interdiction d'aller, c'est-à-dire les conseils farouches à destination de leur population locale, de ne pas aller dans le désert. Parce qu'il y a en plus, il y a une autre chose. Depuis 2008, les circuits dans le Hogar sont jugulés, fermés par des décisions en haut lieu, pour raisons sécuritaires. Il y a même... Certains périmètres, pas tous. Mais les plus demandés, malheureusement. Effectivement, parce que le Hogar, la superficie du Hogar, c'est la superficie de la France. On ne peut pas sécuriser la Bretagne.
ou l'Auvergne. Et permettre, parce que dans le Hogar, la culture touristique existe, qui existait dans les années 70 à l'échelle nationale et qui a disparu au nord. Mais dans le Hogar, dans le Tassili, dans l'extrême sud, la culture touristique existe. Ils savent recevoir, accueillir, servir. Ils maîtrisent très très bien leurs expéditions touristiques. Ils ont tous appris. Et de nos jours... Ils sont surtout en attente. En attente. Ce sont des régions où la jeunesse, ou les jeunes en tout cas, ont du mal à trouver du travail. Et le tourisme peut être vraiment salvateur. Ils naissent avec cette culture touristique, ils veulent travailler dans le tourisme, mais il n'y a pas d'activité. Même le tourisme saharien et le tourisme culturel, nous recevons très peu, parce qu'il faudrait que l'on sache. Les véritables touristes qui sont venus au cours des 20 dernières années, n'ont pas dépassé 100 000 touristes sur les 20 dernières années. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dépassé 5 000 touristes qui viennent dans le cadre du tour opérating. C'est votre chiffre, hein, Saïd Boukhliffa, vous dites ça, mais ce ne sont pas des chiffres officiels. Hein. Ce sont pas des chiffres... d'un expert. J'ai commencé en 75 et j'ai fait des recherches. Et vous avez suivi jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, oui. Je les ai de 75 jusqu'à aujourd'hui. Ils sortiront dans mon prochain livre qui va... c'est l'histoire du tourisme algérien de 62 à 2018 qui vont paraître à la fin du SILA. Et c'est parce que c'est des chiffres très importants. Nous avons très peu reçu de touristes dans le cadre du tour operating, c'est-à-dire via les tour opérateurs et les agents de voyage, comme il a évoqué tout à l'heure. On figure plus sur les brochures, sur les sites internet depuis longue date. Seul le tourisme saharien nous a permis, au cours des années sanglantes, le Tassili, le Hogar, etc., à figurer sur certaines brochures des tours opérateurs, parce que l'extrême sud était sécurisé à l'époque, il n'y avait pas les problèmes qui ont surgi, les régionaux. Donc nous devons dégager un business plan pour la communication. L'extrême sud, nous sommes prêts pour recevoir. Le tourisme culturel, parce que ce sont des sites romains, et aujourd'hui, autour de ces sites romains, effectivement, il y a de bons hôtels qui ont été construits. Parce qu'il faut... Alors justement, on va parler des hôtels. Moi, je vais vous dire, hein, le site de Djemila, par exemple, si j'ai envie d'y aller, je vous garantis que je vais avoir beaucoup de soucis pour trouver un hôtel correct dans le secteur. Il faut aller à Sétif. Alors, je vais quand même revenir vers le tourisme saharien. Un exemple. Très bientôt, le Sbour, qui est un événement culturel, en même temps sociologique, qui se déroule à Timimoun. Est-ce que la ville de Timimoun va avoir suffisamment de place pour héberger tout le monde? Combien de temps à l'avance faut-il appeler pour essayer d'espérer trouver un gîte, parce qu'il y a également des gîtes, voilà, selon vous? Allez-y. Timimoun, l'hôtel le plus proche par rapport à l'événement, c'est l'hôtel Gourara. Il y a aussi des hôtels privés. Hein, oui. Bon, maintenant, en termes de volume, à une époque donnée, il y avait quelque chose qui a été une bonne idée, le tourisme chez l'habitant. Il a été engagé, disons... Est-ce que ce tourisme chez l'habitant, ce n'est pas par défaut? Alors, on va revenir justement. Comment? Est-ce que ce n'est pas une solution par défaut? C'est-à-dire, et finalement, le gîte ou l'habitant qui va recevoir, d'abord, il a une capacité qui est très réduite pour recevoir, et ensuite, ça n'arrange pas tout le monde, ce n'est pas tous les visiteurs qui souhaitent être hébergés. Mais faudrait-il encadrer, parce que disait M. Bougilois, par un ancrage, par un texte juridique qui ne permet pas à quel moment on peut permettre, dans quelles conditions, tout cela doit faire l'objet d'un texte réglementaire qui précise les droits, les avantages et les devoirs des uns et des autres. On ne peut pas comme ça s'ouvrir à héberger à qui que ce soit qui vient dans le cadre, quel soit le cadre de sa visite. Ma question n'est pas tant de dire est-ce qu'ils ont le droit ou pas le droit, ce sont des gens qui trouvent un travail, ils s'en sortent déjà très bien. Je veux dire, voilà, dans le sens où, voilà... On va dire chez l'habitant et structure hôtelière, est-ce qu'il y a suffisamment pour accueillir pour le Sbour? Voilà, puisqu'on parle beaucoup du Sbour. La capacité en ligne, je vous confirme que Timimoun n'est pas assez doté de structure, parce que Timimoun, effectivement, c'est une destination à la mode. Aujourd'hui, beaucoup de nos citoyens au nord du pays allaient durant les
fêtes de fin d'année ou les vacances d'hiver, aller vers Timimoun ou aller vers Territ. C'est devenu, d'ailleurs, c'est tant mieux pour nous. Pour et on n'imagine secteur. pas pour le réceptif, parce que s'il devait y avoir du réceptif, Absolument. Pour répondre à votre question, Timimoun est doté d'un établissement qui est excellent en termes de rapport qualité. Rapport qualité-prix, peut-être un peu moins, je veux dire en termes de prix, mais avec ce que nous venons de signer tout récemment, donc nous pouvons accéder durant la saison saharienne jusqu'à une réduction de l'ordre de 30% pour les voyagistes, hein, n'est-ce pas, qui vont répercuter sur le prix de revient ou leur prix de vente des packages sur Timimoun. Mais l'hôtel Gourara est excellent comme hôtel. Il reste les maisons d'hôtes. Le terme gîte n'existe pas dans la nomenclature chinoise en Algérie. On parle de maisons d'hôtes. Nous avons beaucoup de gens du Nord qui ont investi dans les maisons d'hôtes, qui ont des vieux qui ont été rénovés, etc. Mais disons, la capacité reste insuffisante. Sur la région de Timimoun, même toute la wilaya d'Adrar, si on investit, tout à l'heure, c'est pour revenir un peu à ce que vous disiez tantôt sur les investissements ou les établissements qui sont nouvellement créés, enfin, nouvellement bâtis. Moi, je peux vous dire que toute l'hôtellerie que nous voyons jaillir aujourd'hui, elle est urbaine, exclusivement urbaine. Nous avons besoin d'hôtellerie sur les territoires sahariens. Parce que peut-être qu'il compte aussi également sur le tourisme business, c'est-à-dire le tourisme... Absolument. Donc on vise essentiellement le business traveler, donc le voyageur d'affaires. Et puis on a avec dans l'esprit essayé d'amortir l'investissement alors que l'amortissement en termes d'hôtellerie il est un peu plus lent. Timimoun est un excellent pôle touristique sur lequel qui est en train de prendre l'envergure. Maintenant, il s'agit d'étaler un peu le flux parce que aller juste pour la période du 20 décembre à l'occasion des vacances d'hiver et revenir avec un retour de première semaine de janvier, maintenant il faudrait réfléchir ensemble sur l'étalement des vacances pour pouvoir générer un flux continu sur une longue période. Parce que ces destinations sahariennes ou oisiennes, elles sont cycliques. Donc au mois de décembre, et puis encore une fois au mois de mars, et puis plus rien. Et puis plus rien, c'est ça. C'est de pouvoir aussi créer le rôle, c'est aussi de créer aussi des expériences à vivre dans ces régions-là, que ce soit à Djanet, que ce soit à Timimoun, enfin dans ces régions où il y a des événements culturels ou culturels. Il s'agit aussi de faire l'effort de créer aussi un centre d'attraction par rapport à ces régions-là. On parle donc toujours, il nous reste encore peut-être une dizaine, me dit-on, une dizaine de minutes. On parle donc des capacités d'accueil. On a parlé du rapport qualité-prix. Un certain nombre de solutions sont en train d'être envisagées puisqu'il y a du travail en amont. Pour les capacités d'accueil, est-ce que le tourisme saharien peut faire sans ces capacités d'accueil? Actuellement, les capacités d'accueil sont moins de 10 000. Public et privé. Dans la zone de Tamanrasset. Il y a la faiblesse. Il y a le rôle, justement, comme vous avez dit, par défaut, de l'apport de l'habitant, le logement chez l'habitant. Parce qu'il n'est pas encore... il y a des textes de loi qui ont été, mais qui n'est pas encadré. Mais ça se passe bien pour l'instant. Pourquoi faudrait-il... écoutez, un jour viendra où il y aura, par mesure sécuritaire interne à l'habitation, il y a un incendie, et c'est plusieurs personnes qui décèdent, ensuite on va réagir. Il faut que vous vous inscrire pour avoir le panonceau, gîte d'accueil qui n'existe plus, ou bien maison d'hôtes. Et les maisons d'hôtes ne doivent pas dépasser 5 chambres, c'est-à-dire pas plus de 5 chambres, pour avoir la qualité de maison d'hôtes, panonceau qui annonce. Et vous rentrez dans un réseau central, qui annonce toutes les maisons d'hôtes balnéaires, sahariennes, climatiques, haute montagne, etc. C'est comme ça qu'on arrivera à éviter les risques d'accidents, d'incendie. Aujourd'hui, les maisons d'hôtes ne sont pas reconnues par... Si, il y a un texte de loi qui doit les reconnaître, mais ils doivent s'y plier. Il y a beaucoup de citoyens qui les évitent pour éviter de payer les impôts. Mais ça coûtera plus cher, fatalement. Il y a un arrêté ministériel qui les oblige à déclarer leurs clients, leurs hôtes. Simplement. Mais en termes de, j'allais dire, de
maîtrise ou en termes d'accueil, en termes de restauration. Il n'y a pas de seuil qui est retenu pour dire que vous devez faire ceci en termes d'hygiène. Donc il y a tout simplement un texte qui régit cette activité, parce que c'est une activité touristique. C'est de la para-hôtellerie. Tout à fait. Mais moi je me pose la question, lorsqu'on voit certains hôtels à capitaux privés qui quand même ils prennent des marges assez importantes sur un service qui n'est pas vraiment très structuré, hein, un service relativement basique. Je compare avec cela une maison d'hôtes où les personnes sont plus intuitives, elles font ça avec leur cœur. Là je sors de l'économie, je parle sur le plan sociologique. Ce sont des personnes qui se sentent valorisées parce qu'elles se créent à elles-mêmes du travail, avec très peu d'investissement, c'est tant mieux. Elles font travailler leurs époux, ils font travailler leurs épouses en général, leurs enfants également. Il y a une valorisation et souvent ça ne coûte pas. Ça ne coûte pas très cher. En tout cas, ils n'ont souvent pas conscience que le service qu'ils donnent est sous-évalué par rapport à ce qu'ils demandent aux touristes aujourd'hui. Il y a une nécessité économique familiale, je dirais. Il y a un besoin pour faire cela. Il y a aussi un désir de recevoir et d'être hospitalier. C'est revenir à la nature de l'Algérien, comme on disait tout à l'heure, c'est l'hospitalité par essence, par nature. Il y a certaines régions dans le sud, par exemple, si elles font ça, il y a ce besoin économique, il y a ce besoin aussi de servir et d'accueillir. Les gens du Sud sont un peu différents de ceux du Nord en termes de relations avec l'homme, avec l'étranger aussi. Avec l'étranger aussi, c'est important. Je lance comme ça un appel à tous les décideurs de voir et de mettre en place des mécanismes nécessaires à l'idée, enfin dans le sens de donner plus d'avantages fiscaux et parafiscaux à toutes ces personnes qui souhaiteraient faire un peu dans cette activité. Pour ne pas les décourager notamment. Pour ne pas les décourager, parce que si on est là, on retombe dessus à chaque fois, il y a l'impôt, il y a le registre commerce, il y a des choses comme ça, le citoyen ordinaire ne comprend pas ce genre de choses. Il va dire finalement, je vais verser dans la clandestinité, c'est dangereux. Maintenant, je pense qu'il faut maintenant s'asseoir autour de table et réfléchir un peu à mettre en place ces textes, cet ancrage juridique, dans le sens de encadrer cette activité de manière à ce que d'abord celui qui reçoit, la famille qui reçoit, a plus d'avantages au même titre que celui qui vient être pris en charge chez elle. Voilà un peu. Alors une dernière question et on clôt le débat par rapport toujours à cette adéquation entre l'environnement saharien et la prestation touristique. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une réflexion autour de l'architecture des hôtels ou des structures qui vont accueillir les touristes, qui va être en adéquation avec l'environnement, car les Algériens, il faut le dire, souvent sont jaloux de leur région, ils sont peut-être moins dans le désert, mais ils sont jaloux de leur région et ils ont surtout peur en se disant tant mieux qu'on n'a pas beaucoup de touristes parce qu'au moins ça reste clean, ça reste propre, ça reste en l'état. S'il y a beaucoup de touristes, ça va changer, la nature va être différente. Est-ce que vous ressentez cette résistance et quelles sont les solutions qui peuvent être envisagées pour que le tourisme ne soit pas un vecteur négatif dans l'environnement? Pour qu'il y ait peut-être des impacts négatifs, il faudrait qu'il y ait un tourisme de masse. L'Algérie n'a jamais connu de tourisme de masse, même dans les belles années 70. Moi, j'ai commencé au cours des années 70. Et elle ne pourra jamais recevoir de tourisme de masse, parce que c'est généralement le tourisme balnéaire qui génère le tourisme de masse. Le tourisme saharien, ce sont des petits groupes de 10 à 15 personnes. C'est un tourisme d'expédition, de campement et bivouac, en pleine nature. Le tourisme culturel, ce n'est pas un segment très important. C'est un produit également haut de gamme à travers le monde. C'est-à-dire sur le milliard de touristes par année dans le monde, 70% ce sont des adeptes du tourisme balnéaire. Nous ne l'avons pas. L'Algérie, donc, il ne faut pas s'inquiéter. Et je tiens à le souligner, et je parle en tant qu'expert, parce que tout à l'heure, vous m'aviez dit c'est les chiffres officiels. Les chiffres officiels, ils ont tendance, les statistiques, c'est un exercice national. Les chiffres officiels, hein. Oui, les chiffres je ne officiels. les ai pas là, mais bon. Oui, les chiffres 2 700 000, etc. Moi, je vous dis, on n'a pas reçu plus de 500 000 touristes depuis l'indépendance. Dans le cadre du tour operating, les vrais touristes qui viennent... Vous précisez dans le cadre des tours operating, voilà. Oui, parce que
Aujourd'hui, les statistiques officielles qu'on donne au niveau du ministère du Tourisme, ce sont les entrées aux frontières prélevées sur les fiches de police. La DGSN, elle fait son travail. Elle fait son travail. Un Syrien qui rentre, il est considéré comme visiteur étranger. Mais dites-moi, est-ce que ce n'est pas un indice? Ben voilà, on parle de promotion. Alors, je ne vais pas dire que c'est une forme de promotion, mais si on donne des chiffres qui sont motivants, inspirants, c'est aussi bien que de dire qu'en Algérie, on reçoit 2 chars. Non, vous travaillez davantage, justement. Quand vous recevez au moins 5 000 dinars, et les opérateurs du Sud qui sont en train de suivre cette émission, justement, ils sont dans la disette depuis 10 ans. Et ceux du Hogar, il y a encore une note du 10 septembre qui est récente, émanant du Premier ministre, qui a encore serré les vis concernant les activités touristiques dans le Hogar. Et une agence de voyage dans le Hogar ou bien dans le Sud, elle nourrit 3 à 4 familles. Et ça, c'est un drame socio-économique très important qu'il faut souligner. Un dernier mot, Rachid. Voilà, je voudrais, madame, juste terminer pour aller un peu dans le sens, disons, dans l'esprit du salon du tourisme. Cette histoire du Sahara, du Sahara, etc. Il y a aussi, je voudrais parler du guide dans le désert, le guide saharien. Le métier. Le métier lui-même qui se meurt, qui a complètement, dans beaucoup de cas, disparu, sinon qui n'est pas encadré. Beaucoup d'agences de voyage qui agissent dans le Sud font appel à des gens qui connaissent la région. Mais sinon, il n'y a aucun contrat qui lie ces guides avec l'agence elle-même. Souvent, on recourt à des agents ou des jeunes qui connaissent la région, ils sont liés que par un contrat moral. Ça aussi, l'État doit en principe, pour les pouvoirs publics, les structures, pour pérenniser l'activité, c'est très important. Ça, ce guide, il est valable un peu partout, enfin pas uniquement dans le Sud. Dans le tourisme, d'une manière générale, nous n'avons plus de guide touristique. Depuis le décès de l'Arhamo Riyad et toute une clique de jeunes qui, maintenant, on n'a plus formé, on ne forme plus. Les agences de voyage, parfois, recourent à leur expérience personnelle, sinon à des gens qui connaissent un peu le relief et la région. Le dernier mot est pour vous, Nadjah Boudjelwa. Écoutez, aujourd'hui s'ouvre le salon, le 19e édition du salon du tourisme et des voyages. Nous, aujourd'hui, l'organisation que je représente, nous sommes ici présents pour mettre en exergue ou faire un peu la promotion de dernier accord que nous avons signé avec et la compagnie aérienne nationale et le groupement de l'hôtellerie publique. Pour inviter en particulier les agences de tourisme de voyage nouvellement créées, parce qu'elles sont nombreuses. Je peux vous donner peut-être un chiffre. Sur les 18 derniers mois, il y a eu une création de plus de 1000 nouvelles agences. 1000. Donc, notre mission aujourd'hui est d'essayer de les intéresser à se mettre à travailler sur le tourisme domestique et le tourisme saharien. Le rôle de notre organisation, c'est la mise en relation entre ce qu'on appelle l'agence émettrice, donc l'agence de voyage qui est positionnée au nord de l'Algérie, et qui est la mise en relation avec son réceptif, l'autre agent de voyage à Tamanrasset ou à Djanat ou à Timimoun ou à Abishar, cette mise en relation. Donc, permettez-moi de lancer un appel à ces voyagistes du Nord. À ces 1000 nouveaux voyagistes. Plus que 1000 même. À venir s'impliquer un peu plus dans le tourisme domestique et le tourisme saharien et découvrir ainsi donc nos différents territoires sahariens. Et faire converger, puisque c'est dans la convergence qu'on avance. Absolument. Et ceci, l'objectif est de mettre sur le marché une offre saharienne, une offre touristique saharienne attractive et attrayante. Et de qualité. Absolument. Merci Nadjah Boudjelwa d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération nationale des agences de tourisme. Merci Monsieur Rachid Bouaraba d'avoir été parmi nous, ancien cadre du ministère du Tourisme et docteur en sciences politiques et relations internationales. Et merci à vous Saïd Boukhlifa, expert dans le secteur du tourisme. Vous avez également plusieurs casquettes, notamment président du syndicat national des agents de voyage. Et je rejoins son point de vue concernant la prolifération acridienne des agents de voyage. Et il nous reste plus de temps pour en parler. Je vous inviterai à nouveau une prochaine fois pour parler de ces personnes. J'aime pas parler des gens quand ils sont pas là, mais vous m'y forcez. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout pour ce thème consacré au développement du secteur du tourisme en général et dans tous ses états. Vous pouvez revoir cette émission si elle est prise en cours de chemin demain
de 11h à midi. Sinon, suivez-nous sur la page Facebook de Canal Algérie et la page Facebook de la Semaine Éco. Très bonne soirée à tous, à mercredi prochain.